Prévoyez-vous des temps de concentration faisables et flexibles. Ayez des plans B. Soyez créatifs avec ça. Rattachez-vous à l'intention de la personne que vous voulez être et ayez de la compassion pour vous et aussi pour les autres qui adorent vous donner plein de conseils et vous dire comment faire. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cet épisode va se diriger vers les parents entrepreneurs, les mamans entrepreneuses. J'ai beaucoup de compassion et d'amour pour elles parce que j'en suis une. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça a vraiment à voir avec mon style de vie, la réalité plutôt de ma vie. Mais aussi parce que je vois beaucoup de personnes et de mamans notamment qui sont débordées. Et on a souvent l'impression que c'est pas possible, on a souvent du mal à avoir la sortie de secours et à se dire qu'on va enfin avoir une organisation stable où on va pouvoir s'organiser, avoir des espaces pour soi, des espaces pour travailler tranquille. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est possible. Maintenant, il faut aussi accepter que l'organisation des mamans entrepreneurs, des parents entrepreneurs est assez atypique et pas encore, je pense, assez acceptée dans nos sociétés parce qu'on a une image de comment il faut travailler une certaine quantité d'heures avec des pauses bien définies. Ça ressemble beaucoup à nos vies de salariés et je pense qu'il y a depuis le Covid d'ailleurs un très joli changement qui est en train de s'opérer même au sein des entreprises, des institutions, mais qui est pas assez ancré encore pour l'accepter. Donc je suis maman de 2 enfants, j'ai un petit garçon qui a 6 ans et une petite fille qui a dans 15 jours 2 ans. Et quand j'ai eu mon fils, j'aime bien penser, aujourd'hui maintenant avec le recul, j'ai été CEO d'un grand magazine culturel en Argentine et donc j'étais cette leader ambitieuse qui avait une seule perspective, une seule vision. Elle avait cette image de comment on faisait les choses. Alors je jonglais beaucoup entre ma vie de danseuse et ma vie de directrice de magazine. Et quand mon gamin est arrivé, moi, ce que je pensais, parce que je pense qu'il n'y a pas de manuel, ou du moins on me l'avait pas passé, on me l'a toujours pas filé, mais que c'était lui qui allait s'adapter et se modeler à mon style de vie. Du coup, ça a été quand même assez violent, l'arrivée de mon fils. Mon fils a vraiment initié cette énorme transformation que j'ai fait dans ma vie. Et s'il écoute un jour cet épisode de plus grand, je le remercierai jamais assez de m'avoir ouvert cette porte, d'avoir autant chamboulé ma vie. Ça a pris quand même les 2 premières années de sa vie, voire 3. Où mon petit garçon, j'ai essayé vraiment avec la force de volonté, avec la force des choses, à aller contre le courant, à qui s'adapte à ma vie de directrice d'entreprise, à l'emmener avec moi partout, aux réunions. Je vivais à cette époque-là en Argentine, j'ai une culture quand même très forte argentine où on est pro-allaitement, pro-maman, mère au foyer aussi, dans le style de vie. Je veux dire, ça veut pas dire que les mamans sont au foyer, ce que je veux dire, ne me confondez pas, mais dans le sens que j'ai allaité mon fils pendant 2 ans et demi, tout en étant en tant qu'une leader et en n'ayant aucune flexibilité dans mon agenda. Ça a été très dur, ça a été très destructeur. Mais c'est ça aussi qui m'a amenée à déconstruire, parce que je pense que dans toute déconstruction et destruction, quelque part, il y a aussi un côté positif. C'est aussi ça qui a initié ma volonté de changer de vie, de m'écouter plus, d'arrêter d'essayer de tout adapter au style de vie que je pensais qui correspondait à qui j'étais, à comment fonctionnaient les choses et comment fonctionnait le monde. Et à partir de ça, j'ai initié une grande transformation. J'ai dû passer par ce canal de la misère dont je parle souvent dans mes programmes de coaching avec mes clientes. Quand on veut changer quelque chose, il faut quand même accepter de traverser et faire face à toutes ces peurs pour pouvoir, de mon côté, construire la nouvelle version de moi-même qui était beaucoup plus authentique, beaucoup plus proche et beaucoup plus réelle surtout. Parce qu'il y a une réalité, c'est que oui, je suis toujours ambitieuse, mais j'avais quand même envie de me connecter à être maman et être aussi proche de mon identité, même si ça ne répondait pas aux normes et si ça ne répondait pas finalement à ce que la société nous demande d'être. Et donc quand ma fille arrive, grâce à mon fils, donc je pense qu'elle pourra aussi le remercier, elle a eu une toute nouvelle maman, une maman entrepreneuse qui était toujours ambitieuse, mais plutôt
ambitieuse dans la globalité et pas seulement dans une perspective professionnelle. C'est-à-dire que j'avais déjà ancré, j'avais déjà composé et construit une organisation qui alliait ma vie de femme, ma vie d'artiste aussi, parce que quand ma fille arrive, je joue beaucoup de musique, et ma vie de maman, ma vie d'entrepreneuse, et donc j'étais déjà beaucoup plus à l'écoute de moi-même, et quand on est à l'écoute de soi, on est aussi capable d'être à l'écoute des besoins de ses enfants. Et donc mon organisation a vraiment reflété tout ce cheminement, toute cette transformation. Et alors aujourd'hui, je pense être épanouie dans mon organisation et j'aime pas vraiment non plus ce terme parce que c'est comme si mon organisation était figée. L'organisation n'est jamais figée. Je pense que l'organisation, il faut toujours la voir comme une version bêta, comme quelque chose qui évolue en fonction de votre vie, de vos étapes de vie et en fonction aussi de la vie de vos enfants. Et d'ailleurs, dans cet épisode, je vais distinguer plusieurs phases de la maman indépendante. Je vais parler de la parenthèse bébé, que je pense qui est vraiment une parenthèse à part. Je vais parler des premières libertés. C'est la phase où je suis avec ma fille qui va avoir 2 ans. C'est là où elle arrête un peu d'être bébé. Oh, ma fille arrête d'être bébé. Et elle commence petit à petit à être indépendante. Elle a fait, donc à l'heure où je vous enregistre ce podcast, on est fin janvier. Et elle a fait ses premiers jours complets cette semaine à la crèche. Alors elle est en adaptation depuis le mois de septembre. Et bien sûr, elle a eu une gastro au bout du 2e jour, donc là elle est à la maison. Et pour moi, il y a aussi la phase où l'indépendance se construit, et c'est là où plutôt je fais référence à mon fils qui a 6 ans, où il commence à jouer tout seul, à se débrouiller, à même s'occuper de lui, que ce soit sa toilette ou ses repas. Enfin, il y a toute une indépendance, il y a une liberté qui est en train de se construire. Et il y a 2 autres phases dont je parle, j'invente complètement ces phases, c'est moi qui ai réfléchi, que je ne connais pas encore, c'est là où l'indépendance, je pense, est installée, où les enfants sont plus grands, peut-être où ça correspond à l'adolescence aussi qui s'installe, et puis l'envol. Donc je vais pas traiter ces sujets-là, parce qu'avec beaucoup d'humilité, ça ne fait pas partie de ma réalité, et j'aime bien utiliser ce podcast sur les choses quelque part que je maîtrise, ou que j'ai expérimenté, où j'ai fait un travail. Et je ne suis pas encore arrivée à cette étape et franchement, je ne vais pas m'y avancer parce que s'il y a quelque chose que je trouve très dur dans la vie, c'est être maman, c'est s'occuper d'autres personnes et essayer d'être l'exemple pour eux. Donc du coup, je pense que être maman, c'est vraiment se regarder toute la journée dans le miroir et de regarder qui je suis, qu'est-ce que je suis en train de transmettre et qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner quelque part. Donc voilà, donc je vais parler un peu de cette parenthèse bébé, de cette phase où on a nos premières libertés et l'indépendance qui se construit. Et pour ça, j'ai relevé 5 points. Alors il y a énormément de choses sur lesquelles on peut parler sur l'organisation des mamans entrepreneuses, mais j'ai décidé de me focaliser sur 5 étapes, 5 points que vous pouvez noter, que vous retrouverez dans les notes aussi de cet épisode ou dans les réseaux sociaux. Pour que vous, si vous vous sentez complètement débordé, si vous sentez que ça va dans tous les sens, parce que c'est ça aussi souvent en règle générale quand les enfants arrivent, ça va vraiment dans tous les sens, c'est complètement déconstruit, et à peine on a trouvé notre rythme, bim, c'est reparti, il y a des changements, eux ont changé et il faut tout revoir. Donc pensez vraiment à cette notion d'organisation bêta. La première chose à prendre en compte quand vous travaillez depuis chez vous, que vous avez vos gamins à la maison, c'est définir vos priorités dans la globalité. C'est-à-dire que quand on parle d'organisation, prioriser et toujours travailler sur ses priorités, c'est vraiment un point qui est fondamental. Maintenant, quand on intègre sa vie perso et que tout est mélangé parce qu'on travaille depuis la maison et parce qu'on a aussi parfois souvent les enfants à la maison. Moi, j'ai eu mon fils à la maison jusqu'à l'âge de 5 ans. Il a intégré l'école à partir de 5 ans, donc c'est vrai qu'il était tout le temps avec nous et nous travaillions tous les deux à la maison. Et donc la première chose à voir, c'est ses priorités dans la globalité. Et qu'est-ce que je veux dire par là dans la globalité ? C'est que il y a vos priorités niveau professionnel, quelles sont vraiment les choses que vous voulez faire, quel est le champ d'action qui va faire la différence, qui va faire bouger les choses. Donc d'une, quelles sont ces actions que vous pouvez mener dans votre business qui vont vraiment marquer la différence, mais quelles sont aussi vos priorités dans la globalité. Par exemple, moi, une de mes priorités, c'est avoir une maison
qui ressemble à quelque chose où je me sens bien, ne pas avoir des panières de linge qui débordent constamment, avoir une cuisine. Alors, une de mes grandes priorités, c'est de cuisiner. J'adore cuisiner fait maison, j'adore prendre le temps de faire mes courses aussi, d'aller papoter avec les petits producteurs. C'est quelque chose vraiment qui me remplit, qui m'alimente dans ma globalité. Et donc forcément, c'est des choses que je dois aussi intégrer dans ma priorité. Quand je pense aussi à mes priorités dans la globalité, je vais vous donner mes exemples, mais c'est à vous de faire l'exercice et de voir, ok, qu'est-ce qui est vraiment important dans mes temps libres ou dans les temps que je peux utiliser pour moi ou pour les choses vraiment qui sont importantes. Moi, par exemple, il y a tout ce qui a à voir avec le corps. Donc ça veut dire que j'ai eu mes 2 gamins. Et il y a quelque chose pour moi qui était essentiel, c'était maintenir mes cours, mes rendez-vous où je vais travailler mon corps, où je vais m'étirer, parce que pour moi c'est essentiel. C'est-à-dire c'est ça qui me permet aussi de respirer. Donc les enfants ont dû apprendre à respecter cet espace et je les ai intégrés à cet espace. Et c'est pour ça aussi que mes 2 enfants font du yoga à leur façon, parce que depuis qu'ils sont nés, je faisais mes cours à la maison et ils ont appris à respecter. Alors quand je dis appris, ça veut pas dire que c'est facile, et pensez tout ce que je vous dis aussi, et c'est ce que je vous disais en tout début d'épisode, c'est que je pense que ce n'est pas facile et c'est pas toujours fluide et tout ne fonctionne pas comme on voudrait que ça fonctionne aussi. Et je pense qu'il nous faut beaucoup de compassion et c'est quelque chose aussi dont je vais vous en parler. Donc, numéro 1, définissez vos priorités dans la globalité, pro et perso. Prenez le temps de les écrire, de les avoir sous le nez, de pouvoir les voir. Numéro 2, contraindre le champ d'action. Ça, je pense que c'est primordial et ça revient à revoir ses priorités. On se reconnecte à ses priorités. Ces 2 choses, je les ai séparées, mais je pense que c'est hyper important de définir quels sont les 20% des choses, c'est la règle des 80-20, qui va vous donner 80% de résultats. Donc, par exemple, comme je vous disais, moi, 20%, c'est m'étirer. Par exemple, pour moi, ça fait le 80% de comment je vais me sentir corporellement. C'est la même chose pour vos actions professionnelles. Regardez s'il y a des choses que vous pouvez déléguer. Est-ce que vous êtes en mesure de déléguer certaines tâches, notamment quand on est dans cette parenthèse aussi bébé et qu'on veut toujours continuer à être professionnellement active. J'aime bien penser qu'il y a beaucoup d'actions qui vont faire la différence entre ne rien faire et maintenir la relation active et vivante. Ça veut dire que je vois beaucoup de personnes, quand leur organisation est chamboulée par rapport à leur vie familiale, elles ont tendance à tout abandonner ou tout laisser tomber, et ça, à se dire, je reprendrai quand cette phase de ma vie aura redémarré. Ouais, mais ça peut prendre des années, quoi. Donc, s'il y a des choses qui sont importantes pour vous, que ce soit votre vie professionnelle ou que ce soit certaines activités, comme je disais, mon exemple avec le corps ou même avec la musique, quelles sont les petites choses que vous pouvez faire, ces 20% de petites choses qui vont faire la différence et qui vont vous permettre de maintenir la relation, parce que c'est beaucoup plus facile de reprendre une activité, et donc là je fais encore cette parenthèse avec le corps et la musique. Mon objectif, c'est un jour, quand mes enfants seront rentrés dans cette phase d'indépendance installée, vraiment de me reconnecter avec ces activités artistiques. Maintenant, cette reconnexion va être beaucoup plus facile si j'ai maintenu une relation active, même que ce soit quelques minutes par jour ou quelques minutes par semaine, que si j'avais vraiment tout coupé et tout abandonné. Donc, 1, on définit ses priorités dans la globalité. 2, on contraint le champ d'action. Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui va faire la différence? Oubliez toutes les petites tâches, ou sinon, ayez une liste de côté pour quand vous avez du temps extra pour pouvoir les faire. Mais focalisez-vous sur vraiment les choses qui vont faire la différence. Numéro 3, temps de concentration faisable et flexible. Alors, je vous ai enregistré un épisode où je parle du temps de concentration. Et ça, je pense que c'est encore beaucoup plus valide quand on est maman entrepreneuse, maman indépendante à la maison. Alors, moi, il y a quelque chose qui me rendait dingue quand mes enfants sont nés, c'est qu'on me disait, il faut que tu profites des siestes pour te reposer, il faut que tu profites des siestes pour toi. Oui, mais en règle générale, quand il y a la sieste, aussi on a envie de laver le linge, cuisiner, travailler, on veut tout faire, en gros. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument que vous regardiez dans votre organisation, dans le rythme des enfants, quels sont ces moments où vous allez pouvoir vous poser de façon concentrée. Quelles sont les choses aussi que vous pouvez faire selon la personnalité des petits en même temps qu'eux. Donc par exemple, moi je sais que le linge c'est quelque chose que je peux faire avec eux et j'essaie de le rendre le plus ludique possible pour que ce soit aussi un moment de partage avec eux.
Mais quand vous avez des moments pour vous, et notamment quand vous voulez bosser, créez-vous une bulle de concentration pour vous. Et s'organiser d'ailleurs, ce que je vous propose de faire, de vous organiser par rapport à votre emploi du temps, ça se fait aussi dans un temps de concentration. Maintenant, il faut que ce soit faisable et il faut que ce soit flexible. C'est-à-dire que faisable dans le sens... Ma petite, quand elle était plus petite, elle faisait des belles siestes et elle était très régulée. D'ailleurs, elle nous a régulés. Elle est née avec un cadre et c'était assez fabuleux, donc c'était beaucoup plus facile de m'organiser. Maintenant, mon fils, il faisait des siestes de 20 minutes et de 30 minutes, on savait jamais quand, c'était vraiment une bataille. Mais c'était aussi sa personnalité. Donc quand je dis des temps de concentration faisables et flexibles, ça veut dire que ne vous calez pas 2 heures de temps de concentration si vous avez un gamin qui fait des siestes de 30 minutes ou si vous savez que votre temps est réduit. Et soyez aussi flexible parce que si on parle de sieste, le petit aussi il peut se réveiller et les enfants on sait très bien que quand ils rentrent dans cette phase de première liberté ou même d'indépendance construite, ils tombent malades, du coup ils sont à la maison. Et on doit toujours avoir cette flexibilité de pouvoir reconstruire son organisation. Et ça, c'est le 4e point quand je parle de plan B. Je pense qu'il faut qu'on soit créatif et qu'on dise adieu à la rigidité. Ça veut dire que ces emplois du temps où on travaille X heures le matin, X heures l'après-midi avec tant de temps de pause à tel moment, on la zappe. Ça veut dire qu'à moins que vraiment vous ayez soit une nounou qui vous couvre ça et que vos enfants soient loin de vous, ok, ça, mais si vous écoutez cet épisode, je pense que ce n'est pas votre cas. Donc, moi, aujourd'hui, même si mes enfants vont à la crèche et à l'école, je vous donnais l'exemple de ma fille qui a fait ses 2 premières journées, lundi et mardi, complètes. J'ai complètement halluciné. La semaine dernière, elle était malade, donc elle était à la maison jeudi et vendredi. Et là, elle a fait ses 2 jours complets et mardi soir, gastro est arrivé, donc là, elle est à la maison. Il faut que vous ayez des plans B. À quel moment vous allez pouvoir faire les choses que vous aviez prévu de faire, ces choses, ces priorités. Donc, même si vous êtes par exemple dans cette parenthèse de bébé, par exemple, j'aime bien penser que là, je pense que l'agenda n'est pas votre meilleur allié et peut-être plus une liste, parce que l'agenda ça peut être frustrant, à moins que vous soyez tout le temps, par exemple comme moi, à bouger les choses. Moi je passe mon temps à bouger et à ajuster et je ne me frustre pas. Maintenant ça a été une construction, comme je vous disais en tout début d'épisode, ça a été une déconstruction et une construction pour arriver à cet état d'épanouissement dans cette organisation atypique et où j'ai pu dire adieu vraiment à cette rigidité avec douceur et où j'accueille maintenant cette créativité. Il faut avoir des plans B. Regardez-vous des choses faisables à quel moment. Il y a des personnes qui sont opérationnelles le soir. Moi, c'est pas forcément mon cas. Surtout si vos enfants ne dorment pas. Moi, mon fils a fait sa première nuit complète quand il avait 5 ans. Donc, il y avait des choses qui étaient pour moi hors de question. Il fallait que je puisse fonctionner. Donc, regardez-vous par rapport à vos circonstances, à la personne que vous êtes, quels sont les plans B que vous pouvez avoir pour vous rassurer aussi. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a des fois on crée une montagne parce qu'on se dit mais j'ai tellement de choses à faire, je ne vais pouvoir rien faire, j'ai trop de choses à faire. Déjà, définissez qu'est-ce que ça veut dire trop, qu'est-ce que ça veut dire tellement, qu'est-ce que ça veut dire pas de temps, et essayez vraiment de le descendre à quelque chose de tangible pour vous rassurer et dire non, ok, il n'y a aucun problème, maintenant j'avais prévu ça, mais je peux pas le faire, mais je sais que j'ai plusieurs plans B où je vais pouvoir faire telle ou telle tâche. J'aime bien penser aussi, quand je parle de perfectionnisme, de faire un travail B-. Oublions un peu de faire tout comme on avait prévu, que ce soit tout parfait, et essayer d'avoir un peu plus de compassion aussi. Il vaut mieux avancer, il vaut mieux avoir des choses qui soient faites que de continuer et rester coincé sur cette perfection. C'est-à-dire que vous pouvez toujours perfectionner sur la route, sur le chemin. Donc pensez à ça aussi de B-. Donc je vous fais déjà un petit résumé avant de continuer sur les points. Priorité numéro 1, prioriser dans la globalité. Numéro 2, contraindre le champ d'action. Numéro 3, accordez-vous de temps de concentration qui soit faisable et flexible. Vous allez vous faire une bulle de concentration pour vous. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait pour soi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous avez une bulle de concentration, vous mettez pas à aller scroller dans les réseaux sociaux et à répondre à vos mails. Travaillez au résultat. Qu'est-ce qui va faire la différence et qu'est-ce que je veux produire à ce moment-là? 4, ayez des plans B. Et numéro 5, rattachez-vous à une intention. Et ça, c'est moi qui parle à la Tiffany passée qui essayait absolument d'être sur tous les fronts quand elle a eu son fils.
Et je m'étais pas posé cette question-là, et c'est une très belle question que je me suis posée quand j'étais enceinte, vraiment, pour vous dire la vérité, parce que je suis tombée enceinte alors que je construisais mon premier programme de coaching, ma plateforme, et on était en train de planifier un gros déménagement en France, et bim, je tombe enceinte, c'était pas du tout prévu, et il fallait que je réorganise les choses et que je revoie mes priorités. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est de me poser la question, quel type de femme j'ai envie d'être ? Pour moi, déjà, d'abord, et ensuite pour les autres, et quel type de maman j'ai envie d'être. Parce que par exemple, si je suis exténuée à la fin de la journée, parce qu'en règle générale, j'ai énormément d'énergie le matin, je suis une personne qui a beaucoup d'énergie le matin, mais je fatigue très vite en milieu, fin d'après-midi. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai pas beaucoup de tolérance et je peux vite tomber dans des colères. Ça, c'est une tendance que j'ai à l'intérieur de moi et c'est pas la personne que j'ai envie d'être pour moi, d'abord, parce que ça me brûle de l'intérieur, ça me brûle encore plus d'énergie et encore moins pour mes gamins. Quelle est votre intention ? Quel type d'entrepreneuse aussi vous voulez être ? Est-ce que vous voulez être une entrepreneuse qui avance plus doucement, mais qui avance mieux, quelque part, avec plus de perspective ? Est-ce que une entrepreneuse qui lève la tête du guidon, ça veut dire qu'elle peut prendre des décisions qui font la différence, c'est-à-dire que vous savez travailler constamment sur vos priorités, sur les résultats et sur cette règle de 80-20, quoi. C'est les choses vraiment qui vont marquer la différence. Faire moins, mais mieux, j'aime penser. Donc rattachez-vous à une intention, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir toute une organisation, mais quelle personne vous voulez être ? Si vous avez fait des gamins, c'est que quelque part vous avez envie peut-être d'être avec eux, même s'ils sont arrivés, par exemple pour moi, les deux par surprise, on va dire. Je pense qu'il n'y a jamais vraiment de surprise dans la vie, mais c'était une surprise inattendue. Et cette question, j'ai pas su me la poser quand mon fils est arrivé. C'est-à-dire que je me suis dit, comme je vous disais, mon fils va s'intégrer à ma vie comme si c'était à lui de se modeler à mon style de vie et à ce que je voulais faire. Parce que d'ailleurs, pour mes deux enfants, surtout pour le premier, mais je me suis pas arrêtée. C'est-à-dire que un de mes choix, c'était de continuer à rester professionnellement active parce que c'est quelque chose qui nourrit mon énergie, parce que c'est une de mes passions aussi, j'adore bosser et je pense que même si je devais le faire gratuitement, je le ferai quand même gratuitement et je ferai aussi mes autres activités gratuitement parce que c'est ce que j'aime faire. Je choisis de travailler de mes passions et des choses qui nourrissent mon énergie. Mais maintenant, j'ai aussi appris à m'adapter par rapport à la personne que je voulais être. Donc, posez-vous cette question. Et un petit 6e point quand même que je vais vous rajouter, c'est avoir de la compassion. Ayez de la compassion pour vous-même parce que les choses ne vont pas toujours fonctionner dans le sens que vous aviez prévu. Et c'est normal et c'est ok. Ayez de la compassion aussi avec les remarques pour vous-même, je veux dire, avec les remarques des autres et de la compassion aussi pour les autres, pour toutes les personnes qui vont vous dire mais non, ça va pas fonctionner, ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Moi on me disait tout le temps mais attends, il faut que t'arrêtes d'allaiter, ça n'a aucun sens. Il faut que tu foutes tes gamins à l'école. C'est pas sain pour eux qu'ils soient tout le temps avec toi, avec ton mec et avec les grands-parents. J'avais énormément comme ça de jugements et je me suis pas assez donné de compassion, même si je suis restée dans mes choix de vie. Donnez-vous de l'amour quand les choses ne fonctionnent pas. Donnez-vous de l'amour pour vraiment avoir toujours cette organisation version bêta. Pour les mamans qui viennent juste d'avoir un bébé, cette parenthèse bébé où tout le monde va vous dire quoi faire, comment faire, non tu ne peux pas continuer à travailler, si vous avez envie de continuer à bosser, continuez à bosser, créez cette organisation vraiment avec beaucoup de flexibilité et ne négligez pas votre aura créatif, j'aime penser. Et ça, c'était ma mère, je me rappelle, qui me l'avait dit, qu'elle avait écrit ses plus beaux articles quand elle était enceinte et quand elle avait eu, quand elle avait eu ses enfants. Parce que quand on vient juste d'avoir un bébé, on est vraiment dans cet état primitif, on est vraiment connecté à l'humain, je veux dire dans toute sa splendeur, à toutes ses intuitions. Donc moi déjà, je vous conseille vraiment d'avoir un cahier pour poser vos idées à tout instant, et ça dans toute votre vie même, pour essayer de connecter à cette intuition. Et ayez beaucoup de compassion aussi, parce que quand on est dans cet état primitif de survie aussi, on est constamment en alerte.
Et ne négligez pas l'efficacité qu'on a dans cette phase où on vient juste d'avoir un bébé, parce que votre cerveau qui est constamment en alerte, il a une efficacité qui est monstre. Donc dans votre temps de concentration, si c'est seulement 20 minutes, ne négligez pas les résultats que vous pouvez produire en 20 minutes. Ça, moi j'ai été hallucinée quand j'ai accepté cette phase, quand j'ai accepté vraiment de me connecter à cette parenthèse bébé, c'était incroyable ce que j'ai pu réaliser en très peu de temps chaque jour. Pour résumer, que vous soyez dans cette phase bébé ou dans vos premiers moments de liberté comme moi avec ma petite qui commence à aller à la crèche ou dans cette phase d'indépendance qui se construit ou qui est installée ou quand vos gamins se sont envolés. Définissez vos priorités dans la globalité en incluant votre vie perso et votre vie pro. Il y a rien qui est bon ou mauvais. Si une de vos priorités c'est d'avoir le linge ou la maison qui est décente, ok, c'est votre priorité, non ? Contraignez le champ d'action. Revenez, connectez-vous encore à ces priorités et travaillez aux résultats. Regardez vraiment les choses qui ont de l'importance et qui ont un impact. Quand on contraint le champ d'action, on se connecte à l'impact de ces actions. Prévoyez-vous des temps de concentration faisables et flexibles. Ayez des plans B. Soyez créatif avec ça. Rattachez-vous à l'intention de la personne que vous voulez être et ayez de la compassion pour vous et aussi pour les autres qui adorent vous donner plein de conseils et vous dire comment faire. J'aime bien penser aussi que notre business, c'est comme un bébé. On a tendance d'ailleurs à demander trop dès le début à notre business, alors qu'un bébé, on va pas demander à un nouveau-né de marcher tout de suite et de parler. Il gazouille et ça prend du temps. Ma fille qui a 2 ans commence maintenant seulement à parler et il y a eu 2 ans qui se sont écoulés. Donc, ne demandez pas trop à votre business et ne vous demandez pas trop à vous-même en soi. Parce que quand on est indépendante, celle qui porte son business, c'est la personne qui conduit ce business. Donc revenez toujours à cette règle du 80-20. Enseignez-vous que travailler sous un format atypique, ça fonctionne aussi et c'est complètement valide, même si la société nous dit autre chose et même si votre entourage fonctionne d'une autre façon. Enseignez aussi avec patience et constance à vos enfants que vous êtes aussi une femme indépendante qui a ses propres activités. Soyez l'exemple pour eux des temps de concentration et des temps où vous prenez soin de vous. Surtout si vous avez vos enfants autour de vos pattes à longueur de journée et quand vous voulez quand même produire des résultats. Et assumez qui vous êtes et vos choix. Par exemple, si vous venez juste d'avoir un bébé et que vous voulez aussi être professionnel, assumez votre rôle de qui vous êtes et qui vous avez choisi d'être. Mère et aussi professionnelle sous un format encore atypique mais qui fonctionne. Donc soyez l'exemple pour tout le monde de ce qui est possible. Et je vais vous donner une petite phrase que je me répète depuis 2 ans et qui est collée devant mes yeux à l'heure où je vous parle. J'atteins mes objectifs en prenant le temps d'écouter mes besoins et ceux de ma famille. Et ça fonctionne et je vous le garantis. Donc construisez une organisation qui vous ressemble et qui ressemble à la réalité d'où vous êtes. Ne vous placardez pas des choses qui ne sont pas d'actualité dans votre vie. Ayez toujours cette organisation version bêta qui va évoluer avec votre évolution et l'évolution de votre petite famille. Je vous souhaite une belle fin de journée. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.